salarié doit être pris en compte depuis son entrée en entreprise jusqu'à sa sortie de l'entreprise. Donc, la fonction RH ici permet au salarié, permet à l'employeur, de lui faire signer son contrat de travail. Ça dépend de la nature du contrat. Ça peut être un CDD, un CDI, ça dépend de la nature du contrat. Mais aussi, évidemment, de beaucoup d'aspects. Et dans le contrat, on va parler de rémunération, on va parler de salaire, de rémunération, d'avantages en nature. Donc, ici, ça va nous permettre, entre autres aussi, vu du côté du salarié aussi, hein, parce que on voit que on ne parle que du côté de l'employeur, mais vu du côté du salarié, ça lui permettra de jauger si vraiment cette entreprise-là correspond aussi à ses objectifs. Voilà. Donc dans une entreprise, les salariés ont aussi des objectifs. Il y en a qui viennent pour rester, il y en a qui viennent pour partir, il y en a qui viennent pour avoir de l'expérience et puis partir, il y en a qui viennent pour faire carrière dans cette entreprise-là. On a aussi vu l'importance aussi du bulletin de salaire, qu'il fallait donner un bulletin de salaire aux salariés. C'est la preuve du paiement du salaire, mais aussi ça montre le sérieux de l'entreprise en cas de contestation. Aussi, on peut voir aussi au niveau des missions, la gestion des ressources humaines a plusieurs missions. C'est vrai, gérer le personnel, mais aussi dans la gestion du temps de travail, on peut évidemment faire ressortir ces aspects-là. Pas de souci. Donc, on a aussi vu que le salarié est pris en compte en cas de maladie, mais aussi en cas d'accident de travail, et que sa déclaration à la caisse de retraite comme la CNPS était vraiment important pour toute entreprise qui se veut sérieuse. Pourquoi? Parce que quand évidemment le salarié est malade, ou bien est victime d'un accident de travail, évidemment la CNPS va s'occuper de ce salarié-là. Donc quelque part, ça décharge l'employeur de ces tâches-là aussi. Quand la femme, comme la dernière fois, va en congé de maternité, évidemment, l'ensemble de ses rémunérations cesse d'être dû à son employeur, et revient à la charge, évidemment, de la CNPS, jusqu'à son retour. On a vu également les absences, voilà les types d'absences, et on a dit que les absences qui ne respectent pas les procédures peuvent causer tort à l'entreprise au niveau de son fonctionnement. Ça peut entraîner, comme on l'a dit, des dysfonctionnements. On a vu aussi les mises en disponibilité, ça peut arriver aux uns et aux autres qui, au cours d'une vie professionnelle, sont tentés d'aller ailleurs pour des expériences personnelles. Ça peut être un voyage personnel, voilà. Ça peut être comme la dernière fois, des mandats parlementaires ou des mandats municipaux. Voilà, l'employeur et le salarié peut partir parce que il va postuler quelque part. Donc, la loi lui permet cette mise en disponibilité là pour maximum 5 ans, renouvelable une seule fois, à l'effet d'aller faire ce qu'il désire. Ce qui est notable, c'est que pendant son absence, évidemment, il n'est pas rémunéré, ça va soi, puisque en vertu du contrat de travail, c'est le travail qui donne la rémunération. On a aussi vu le contrôle des absences. Il faut qu'il contrôle les absences. Les absences doivent être contrôlées par diverses manières. Ça peut être des fiches, ça peut être de façon électronique, etc. Mais en tant que gestionnaire des ressources humaines, vous devez aussi mettre en exergue ce taux d'absentéisme-là qui va permettre aux gestionnaires de voir pourquoi le taux est aussi élevé et quelles sont aussi les solutions qu'il peut y apporter. C'est très important et il faut aussi chercher des solutions pour pouvoir réduire ces temps d'absence qui vraiment fragilisent le fonctionnement normal de l'entreprise. Voilà, on en a fait un petit croquis, j'espère que vous voyez ça. Et ensuite, les différents domaines, les différentes sortes de demandes d'autorisation et aussi
la présentation de l'autorisation d'absence véritablement dit. Voilà, nous sommes arrêtés ici au niveau du turnover. Le turnover, c'est le mouvement à l'intérieur de l'entreprise. Ce mouvement-là peut être assimilé à des départs, à des recrutements ou bien des turnover internes, c'est-à-dire des affectations, du changement de poste des salariés. Donc ça peut perturber un tant soit peu le fonctionnement de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle un taux de turnover trop élevé, c'est pas aussi intéressant, parce que quand vous recrutez chaque année et quand vous licenciez chaque année, voilà, l'entreprise n'a pas le temps véritablement d'avoir des salariés expérimentés qui puissent connaître l'entreprise, connaître les enjeux. Si à chaque fois vous êtes en train de remplacer vos salariés, ce n'est pas intéressant au niveau de la stabilité de l'entreprise. Ensuite, ce taux de turnover là, voilà, se calcule ici, le nombre d'entrées plus le nombre de sorties sur l'effectif total multiplié par 100. Donc, un faible taux de turnover au sein de l'entreprise révèle une situation sociale saine. C'est-à-dire, si l'entreprise, le turnover est faible, avoir un turnover zéro, c'est difficile, puisque c'est les hommes on gère, il peut y avoir des décès, il peut y avoir des démissions, il peut y avoir des retraites. Donc, turnover zéro, c'est difficile, mais un taux de turnover qui est faible, ça dénote que la situation sociale, le climat social de l'entreprise est intéressant pour les salariés. Ils se sentent à l'aise dans un climat où il n'y a pas assez de disputes. Et évidemment, un climat où évidemment les salaires sont correctement payés, les avantages en nature sont dus aussi par le salarié, etc. Donc, on peut aussi signaler que le turnover a un coût. Pourquoi? Parce que pour recruter, c'est de l'argent. Souvent, on fait appel à des cabinets, ça coûte. Les départs volontaires, c'est de l'argent. Il faut payer les droits des salariés qui sont en partance. Il y a aussi les démissions. Il y a aussi les démissions. Les démissions aussi, c'est de l'argent. Il y a des droits des salariés qu'il faut piger. Là aussi, ça coûte en argent. Donc, il faut réduire au maximum le turnover. Donc, un turnover qui est de moins de 5%, il est faible, peut être un signe de grande qualité comme un immobilisme. Tous les employés cherchent la stabilité. Voilà. Quand ils sont dans une entreprise, quand ils savent que là, ils peuvent faire carrière, psychologiquement, ils travaillent correctement. Un turnover compris entre 5 et 10%, c'est pas trop l'alarme, mais il faut garder un œil sur l'évolution de ce taux, ainsi que sur la stratégie de l'entreprise à ce sujet. Ce n'est pas encore alarmant, mais il faut faire très attention parce que l'entreprise, si gestion des ressources humaines ne fait rien pour arrêter ce taux qui grandit, 5 et 10%, peut se retrouver évidemment à plus de 15%. Hormis certains secteurs de la restauration, on doit s'interroger sur les raisons qui expliquent ce taux élevé. Donc quand ça a plus de 15%, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire asseoir les salariés, il faut communiquer avec eux pour voir pourquoi leurs collègues s'en vont aussi rapidement. Voilà. Donc, la gestion des ressources humaines n'est pas quelque chose de tout repos. Donc, les facteurs qui favorisent le turnover, peuvent s'expliquer de diverses manières. Dans les mauvaises conditions de travail, voilà, les salariés ne se sentent plus à l'aise dans des conditions difficiles de travail, de stress de travail. Donc, l'employeur doit chercher à résoudre cela. Le climat social aussi, le climat social est très important. Dans une entreprise où les salariés sont stressés, où les salariés ne savent pas si à la fin du mois, le salaire sera versé dans son entièreté, et même sera versé le plus tôt possible, et un climat social où les salariés ne s'entendent pas, ils se boudent, là aussi ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant quand les salariés se boudent entre eux, quand ils ne communiquent pas entre eux, ce n'est pas intéressant. Il faut que, évidemment,
tout le monde communique comme dans une famille, parce que l'entreprise, c'est d'abord, c'est aussi une famille. Ensuite, j'étais où là? C'est ça. Ensuite, le stress, comme je disais tantôt, le stress aussi peut annihiler les compétences des salariés, peut amoindrir les compétences des salariés, là aussi, quand ça ne permet pas de se fidéliser à l'entreprise. Ok. Donc, ça peut entraîner des abandons de poste face à la moindre opportunité qui se présente. Voilà. Donc, quand il y a le stress, quand il y a tous ces aspects-là, les salariés peuvent aller voir ailleurs dès qu'ils ont une offre, même pas plus intéressante, mais une offre où ils se disent que là-bas, ils n'auront pas ces conditions exécrables de travail, ils n'auront pas ce climat social délétère, ils ne seront pas en situation de stress. Donc par conséquent, ils auront tendance à aller voir ailleurs. De mauvaise gestion des ressources humaines, absence de promotion, perspective d'évolution pas claire, meilleure offre chez les concurrents, ok? Meilleure offre chez les concurrents, meilleure offre chez les concurrents, ok? Meilleure offre chez les concurrents peut pousser aussi, voilà autant d'éléments qui peuvent démotiver les salariés et générer un turnover important au sein d'une entreprise. Donc, ne considérez pas seulement les salariés comme des mains qui travaillent pour vous, mais il faut avoir de l'estime pour eux. Quand ils font des choses intéressantes, il faut avoir le courage de les féliciter. Voilà, c'est ça aussi, il faut avoir le courage de les féliciter. Ou pas d'abandon de poste, hein, c'est ça? Oui, oui, Bien. L'abandon de poste ici, oui, oui, oui. Est-ce évidemment, quelqu'un qui part pour une autre opportunité sans respecter le préavis ou bien voilà. ouais, il y a plusieurs choses. Plusieurs choses. L'abandon de poste, c'est que on n'a plus de tes nouvelles. D'abord, ça c'est un. Ok? On n'a plus de tes nouvelles pendant 2 semaines, 3 semaines. On s'inquiète déjà. On s'inquiète. Ok? On s'inquiète déjà. On va faire des enquêtes préliminaires, peut-être chez toi à domicile, pour voir si tu es là-bas. Peut-être que tu as eu un accident, tu es dans un coma dans un CHU, ou bien dans un hôpital, on ne sait jamais. Donc, l'employeur va aussi, avant de prendre ses dispositions, va aussi mener une petite enquête, 1 semaine, 2 semaines, peut-être même un mois, pour observer, faire aussi des communiqués aussi, parce que si on n'a pas de tes nouvelles, ce que ça signifie. Mais si on a de tes nouvelles, que tu es vivant et que tu ne viens pas au travail, c'est que tu as abandonné ton poste. Ce que tu vois. Mais l'employeur va faire constater cet abandon-là par un huissier de justice, par un commissaire de justice. Il faut qu'il le fasse constater. C'est très important. Et c'est ce procès verbal-là qui lui permettra de se couvrir aussi. On ne sait jamais. Si jamais tu revenais, peut-être de se couvrir aussi. Donc il faut le faire constater par un huissier de justice. On appelle un huissier de justice. Souvent, ton bureau est fermé. Si ton bureau est fermé, avant de casser le bureau, il faut que l'huissier de justice prenne des photos, puisque c'est lui qui est habilité à constater l'abandon de poste. Donc, avec le procès verbal, on peut maintenant déclarer l'abandon de poste. Maintenant, si tu as quitté l'entreprise pour aller dans une autre entreprise, ça peut être considéré comme abandon de poste, oui. Mais là, c'est plus du débauchage. On peut considérer que l'entreprise tierce t'a débauché. Ok? L'entreprise tierce t'a débauché. Là, l'employeur peut poursuivre l'entreprise là pour débauchage, évidemment, de salariés. Mais aussi, comme tu le dis, l'entreprise peut poursuivre aussi l'employé parce qu'il n'a pas respecté le délai de préavis qui varie en fonction de son ancienneté et en fonction de sa catégorie socio-professionnelle. Voilà. Je ne sais pas si D'accord, super. répondre à ta préoccupation. Oui, très bien, monsieur. Ok, merci bien. Oui, Donc, oui, très oui, bien. ok, Merci beaucoup. ok. Donc, comme on le disait, le turnover, il faut le limiter, c'est très important. Donc, avoir un minimum de turnover est nécessaire, néanmoins, la plupart des entreprises rencontrent le problème inverse. Il faut avoir des leviers d'action existent pour réduire considérablement le taux de turnover, c'est-à-dire améliorer les relations sociales. Ça, c'est très important.
Parce que quelqu'un qui socialement se sent bien dans une famille, il aura tendance à aller voir ailleurs. Donc le salaire souvent ne justifie pas tout. Oui, ça peut arriver que c'est un salaire. Mais il faut que le salaire soit décent aussi. Il faut que le salaire soit dans cette fourchette-là des entreprises qui évoluent dans le même secteur d'activité que l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Si le gap entre le salaire que vous recevez et le salaire d'une entreprise concurrente, c'est-à-dire du même secteur d'activité, le gap est trop élevé, ça aussi c'est pas bon. L'employé aura tendance à regarder ailleurs. C'est la raison pour laquelle quand vous fixez les salaires, il faut fixer en fonction de votre secteur d'activité. Regardez un peu la concurrence, ce qu'ils proposent en termes de salaire, salaire minimum, salaire max, et aussi en termes de salaire en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Donc la fixation du salaire ne se fait pas au hasard, okay? Mais aussi l'octroi des avantages en nature, les voitures de service, les maisons de service, le congé payé, etc. La prise en compte des enfants, la scolarité des enfants. Bon, il cite pêle-mêle quelques avantages en nature que certains ont, mais aussi la communication quotidienne. Comme on le voit ici, la communication quotidienne, c'est très important. Le gestionnaire des ressources humaines, comme je l'ai dit, c'est un communicant. C'est un psychologue, ce n'est pas un robot, c'est un psychologue. Il faut qu'il parle avec ses salariés. Parce que c'est la matière première de l'entreprise. Les salariés sont la matière première de l'entreprise. Donc il faut qu'ils causent avec eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Il n'y a pas de discussion inutile avec les salariés. Même du plus petit au plus grand, le gestionnaire des ressources humaines doit être avec eux. Ce n'est pas lui qui est le DG. Voilà. Ce n'est pas lui qui est le DG. Lui, il est le compagnon, entre guillemets, des salariés, en gardant évidemment son rang de directeur, mais en évidemment écoutant beaucoup les salariés. Parce que souvent, ils ont des récriminations, ils ont des suggestions qu'ils veulent faire, mais il n'y a pas d'oreille attentive. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Donc la communication doit être fluidifiée, les problèmes vite traités et la convivialité entretenue. Quand il y a un problème, il faut que le gestionnaire tout de suite appelle ceux qui doivent appeler pour pouvoir gérer le problème. Parce que plus un problème prend du temps pour être résolu, le danger c'est que la rumeur prend le pas sur la communication. Or, dans une entreprise, s'il y a la rumeur, il y a trop de rumeurs, la communication officielle n'est plus considérée. Et c'est la rumeur qui va prendre le pas, et là, ça devient très dangereux. Parce que dans la rumeur, tout le monde a son avis à donner. Okay? Tout le monde a son avis à donner, et puis souvent, la rumeur ne dit pas la vérité. Voilà. Or, si les employeurs se basent sur la rumeur, évidemment, ce n'est pas intéressant. Par exemple, pour laquelle, quand il y a une information qui doit descendre du sommet vers les salariés, comme du sommet vers la base, il faut que ça se fasse selon les canaux officiels d'information de l'entreprise, qui sont par exemple le tableau d'affichage ou bien l'intranet. Voilà, pour les grosses entreprises qui ont l'intranet, c'est-à-dire l'internet qui ne tourne que dans l'entreprise. Rapidement, l'information est descendue. Tout le monde au même niveau d'information, il n'y a pas lieu à discussion, il n'y a pas lieu à débat. Un contenu du travail en phase avec leurs compétences. Donc le travail doit être à portée des salariés afin qu'ils puissent le réaliser, ok? Afin qu'ils puissent le réaliser et être en confiance dans la perspective d'affronter les challenges à venir. Donc il faut, en GRH, il y a un adage qui dit il faut mettre les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. C'est très important. Mettre les hommes qu'il faut aux places qu'il faut afin de les mettre en confiance. Ok? Afin de les mettre en confiance. Si tu as recruté un comptable, tu le mets à la comptabilité pour qu'il puisse exercer ses compétences. Si tu as recruté un marketeur, tu le mets au service marketing pour qu'il puisse travailler correctement. Voilà, tu ne demandes pas au marketeur, comme le comptable n'est pas là, bon, peut-être tu as un coût d'argent, qu'il essaie de jouer les comptables. Ça, c'est pas intéressant. Peut-être une ou deux fois, ça peut réussir,
mais ce n'est pas toujours conseillé. Il faut mettre les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Donc le contenu du travail doit être en phase avec les compétences et les aspirations des salariés. Les aspirations des salariés, c'est le profit de carrière. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise dans les 2 ans, 3 ans ou à long terme? Et ensemble, employeur, DRH, la DRH et le salarié peuvent décider du profit de carrière que ces derniers voulaient avoir dans leur entreprise. C'est ce qui est intéressant ici. C'est la raison pour laquelle il faut écouter les salariés quand ils viennent vers vous, et même quand ils ne viennent pas vers vous, parce que le silence aussi est dangereux quelque part. Quand un salarié ne parle pas, il y a quelque chose qui n'est pas une parole. Ok? Bien. Former, monter en compétences. La formation professionnelle aussi est un pari gagnant-gagnant. On a dit que les connaissances que nous acquérons aujourd'hui, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ces connaissances-là seront dépassées, seront obsolètes. Donc, il faut envoyer les salariés en formation dans les cabinets pour se mettre à jour. Pourquoi? Parce que, évidemment, le monde évolue, les techniques de travail aussi évoluent, les connaissances aussi évoluent. Donc, en envoyant vos salariés dans les cabinets de formation, d'autant plus que déjà, toutes les entreprises, en Côte d'Ivoire, sont assujetties au FDFP. Si vous le savez, le Fonds de développement de la formation professionnelle. Donc, les entreprises là payent au FDFP une redevance qui est de 1,2% de leur masse salariale annuelle de la formation professionnelle. Donc, si déjà tu es à jour de tes cotisations, je parle de l'entreprise, si l'entreprise est à jour de ses cotisations vis-à-vis du FDFP, elle fait son plan de formation et elle dépose au FDFP pour financement. Donc pourquoi ne pas envoyer tes salariés en formation? Voilà, puisque les salariés formés, bien formés, seront des outils intéressants, seront un atout intéressant de performance pour l'entreprise, et l'entreprise va devenir très compétitive. Voilà. Et même ça arrive, c'est un partenaire. Avant de signer des partenariats avec ces entreprises-là, demande la liste des personnes qui ont été formées les 2 dernières années. Parce qu'ils ne veulent pas investir dans une entreprise où les hommes n'ont pas la qualification de faire fructifier leur argent. Ok? Voilà, donc c'est très important. Aussi, développer une politique de rémunération équitable et transparente. Ça aussi, on sait tous que l'argent est le nerf de la guerre, ça, tout le monde le sait. Donc, en matière de salaire, en matière de rémunération, il faut une équitabilité, une équité. Ici, une égalité, ce n'est pas une égalité, arithmétique, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde doit toucher le même salaire dans l'entreprise. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que si quelqu'un, oui, il a levé la main. Anissé, il a levé la main, ensuite il l'a baissé, c'est ça? Anissé, oui. Oui, Anissé, oui. Oui. C'est bon? Oui, Anissé, oui. Je t'entends pas bien, Je t'entends pas bien. Oui, Anissé? Ouais, mais il y a un bruit derrière, il y a un bruit derrière. Je sais pas si c'est le réseau. Bon, tu coupes, après tu relances. C'est bon? Tu veux relancer? Oui? Ou bien on continue, tu reviens? D'accord? C'est bon?
peux encore lever la main, Anissé, pour qu'on puisse te répondre. Ok. Donc, il disait que au niveau de la rémunération, c'est très important, puisqu'on travaille pour être payé, ça tout le monde le sait, mais le salaire doit être fixé de façon équitable. Comme il dit, ce n'est pas une égalité arithmétique ici. Ok? Puisque dans l'entreprise, tout le monde ne touche pas les mêmes salaires, les mêmes avantages en nature, et etc. Donc, il faut faire très attention pour ne pas démotiver les uns et les autres quand vous fixez les salaires. Aussi, les conditions d'augmentation salariale doivent être connues des salariés pour ne pas qu'il y ait des sentiments d'injustice qui peuvent entraîner la démotivation des salariés. Okay? Donc, on constate que le salarié ne constitue pas le seul facteur essentiel pour fidéliser un salaire et empêcher ainsi un turnover. Donc, c'est vrai, il y a le salaire, mais aussi il y a les conditions de travail. Les conditions de travail qui sont aussi primordiales dans la gestion, évidemment, administrative du personnel. Dans la gestion du personnel, il y a les congés. La gestion des congés aussi est très importante. Parce que quand les salariés travaillent, il faut bien qu'ils se reposent aussi. Et les départs en congé sont fixés en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, le DRH met en œuvre, évidemment, le DRH met en œuvre le plan de départ en congé des salariés, en fonction des besoins des salariés aussi. Donc, il serait quand même incongru, en tout cas maladroit, de la part de la direction des ressources humaines, de mettre en congé toute la direction comptabilité ou bien toute la direction marketing, par exemple. Donc, il va planifier les départs en congé sur ce segment afin que tous les salariés puissent aller prendre leur congé annuel. Évidemment, il y a des conditions. La loi dit qu'il faut avoir travaillé au moins 12 mois consécutifs dans la même entreprise pour avoir droit au congé, annuel. Ok? De façon consécutive, au moins. Voilà, c'est au moins. Parce que tout le monde ne peut pas aller en congé après 12 mois. Donc certains iront en congé après 12 mois, d'autres après 13 mois, d'autres encore après 14 mois, d'autres après 15 mois. Une planification qui est faite par, évidemment, le gestionnaire des ressources humaines. Donc, autre chose, la loi attribue ici aux salariés, ok, en départ en congé, c'est un nombre de jours ouvrables qu'il doit faire. Donc, pour un mois de congé, normalement, il doit faire 2,2 jours ouvrables. Pour un mois de travail, pardon, il doit faire 2,2 jours ouvrables selon ce que la loi dit. Mais ici, on peut rapidement aller considérer que le nombre de mois travaillés ici, qui est au moins de 12 mois, est appelé ici la période de référence. On peut le calculer, même si aujourd'hui on a les logiciels pour calculer cela, mais il faut voir le fondement de tout ça. Pour les expatriés, évidemment, les travailleurs expatriés, alors là aussi il faut distinguer, parce que l'expatrié, ce n'est pas forcément celui qui a la peau blanche. Voilà, ça aussi, il faut le dire, parce que l'expatrié, c'est celui que l'entreprise va chercher dans son pays, ok, et qui l'envoie exprès pour travailler pour le compte exclusif de l'entreprise ici. Dans ce cas-là, il bénéficie de beaucoup d'avantages en nature, mais aussi financiers, il va sans dire. Donc, le départ en congé est matérialisé par un document dénommé décision de congé, qui autorise le salarié à prendre son congé annuel sur une période qui lui est indiquée. Donc, ici, il faut remarquer aussi que la durée du congé n'est pas forcément de 30 jours. N'est pas forcément de 30 jours. Cette durée du congé-là peut varier de 30 à 32, à 37, à 40, à 45. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Donc ici, nous avons un exemplaire, voilà, un exemplaire
décision de congé. Donc, je suis signé, Monsieur Yao, fonction agent comptable, autorise, pardon, je suis signé le directeur ici, voilà, fonction, autorise monsieur ou madame tant, matricule, tout ça, leur fonction au niveau de la direction, apprend son congé annuel au titre de l'année tant, elle bénéficie, bien, il bénéficie du nombre de jours de congé, 35 jours, la date de départ, la date de retour programmé, voilà, fait à Abidjan, et on signe évidemment. Donc évidemment, aussi un certificat de reprise de service. Au moment de la reprise de service également, il y a un certificat de reprise de service. Nous, M. Tizoé, DG, voilà, certifiant que M. Yao employé en qualité de responsable de recrutement, 7e catégorie, etc., etc. Voilà, 7e catégorie, cette catégorie immatriculée à la CNPS, tout ça. Voilà, numéro tonton, bénéficiaire d'un congé, tout ça. Du 5 mars, par exemple, au 28 mars, au 10, du 28 avril, n'importe une date comme ça. Il doit répondre le service à telle heure. Voilà. Donc, ce certificat-là, il est important, généralement, pour la femme en état de grossesse qui allait accoucher. Parce que, quand je le disais tantôt, cette femme-là, au moment de son accouchement, au moment de son congé annuel, elle était rémunérée par, évidemment, la CNPS. Par conséquent, ce certificat de reprise de service sera aussi présenté à la CNPS. Voilà, sera aussi présenté à la CNPS. Nous avons également, certificat de reprise de service, c'est un exemplaire. Là, bon, ici, on va voir évidemment la femme, la maternité de la femme salariée, on en a débattu la dernière fois. Voilà. La dernière fois, donc, la salariée qui atteint un enfant va bénéficier également d'un congé de maternité. Donc, ce congé de maternité-là est différent de son congé annuel. D'ailleurs, la loi interdit cela, que de donner le congé de maternité de la dame sous forme de congé annuel. Elle a droit au congé de maternité, qui est de 14 semaines, comme on l'a dit, 6 semaines avant accouchement et 8 semaines avant accouchement, et elle a droit à son congé normal comme tout salarié. Donc la femme enceinte aura déjà, évidemment, en début de maternité, elle doit informer son employeur, puisque déjà, à 3 mois, la CNPS la suit, au niveau de ses visites médicales, elle doit prendre un carnet et tous les rendez-vous doivent être mentionnés dans son carnet de maternité, puisque ça fait preuve, ça fait foi au niveau du remboursement de ces ordonnances. Quand la femme est déclarée à la CNPS, ça fait l'objet de remboursement. Mais aussi, nous les hommes, lorsque nos femmes aussi, puisque nous cotisons, on ne tombe pas enceinte, nos femmes aussi, elles bénéficient de ces prestations-là. Parce que c'est les cotisations qui sont versées par nous les hommes également. Voilà. Donc, la suspension ici, du temps de travail est de 14 semaines, comme je le disais, et va couvrir 6 semaines avant accouchement, et évidemment 8 semaines après accouchement. Donc ce délai-là, comme on le voit, peut être prorogé, c'est-à-dire prolongé de 3 semaines supplémentaires en fonction des difficultés d'accouchement de la dame, de la femme. Si son accouchement a été rendu difficile par les césariennes, évidemment, peut-être elle aura besoin de plus de congés, plus de jours de repos. Donc, seul le médecin peut autoriser, évidemment, qu'elle prenne 3 semaines de plus pour se reposer. On a ici une attestation, une attestation de congé de maternité, voilà, qui est délivrée, qui est délivrée par l'employeur ici. Donc, elle est délivrée à la salariée qui part en congé de maternité. Tout ça, elle doit joindre tous ces dossiers-là, évidemment, au dossier qu'elle doit fournir à la CNPS, pour pouvoir recevoir sa paie.
Donc, elle va permettre à la femme en état de grossesse de constituer son dossier CNPS en vue de sa prise en charge par cette administration. Donc, ici, c'est encore un exemplaire. Voilà, nous, signé M. Dizoé, DG de l'entreprise, attestons que Mme Aqua Viviane, comme ça, nationalité ivoirienne, employée par notre entreprise depuis le 23 mars 2010, voilà, en qualité de secrétaire de direction, elle bénéficiaire d'un congé de maternité d'une durée de 14 semaines consécutives qu'elle exécutera conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Donc, sous réserve d'une prorogation médicale, c'est ce que je disais tantôt, elle reprendra le service le. Donc, c'est-à-dire calculé. En foi de quoi la présente lui est délivrée, voilà, lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Voilà. Donc, elle a droit à cette attestation de maternité qu'elle doit déposer à la CNPS, mais aussi du certificat de départ en congé et des différents examens médicaux, okay, comme les dernières échographies, voilà, de sa grossesse, tout ça, elle dépose à la CNPS, puisque au niveau de la CNPS également, ils ont des médecins. Ok. Ils ont des médecins, ok, qui vont évidemment voir tout cela pour pouvoir évidemment lui accorder ses indemnités. Donc, il est délivré un certificat de cessation de paiement lorsque elle a fini son congé, pardon. Donc, il est délivré à la femme en état de grossesse bénéficiaire d'un congé de maternité aux fins de constitution de son dossier administratif CNPS, un certificat de cessation de paiement. Oui, il faut un certificat qui prouve qu'elle n'est plus payée par son entreprise, mais elle sera désormais payée par la CNPS. Ok? Voilà, il faut ça aussi. Donc, c'est tous ces dossiers-là qu'elle doit apporter, évidemment, au niveau de la CNPS. Donc, voici un certificat aussi de cessation de paiement. Je pense que ici, ça ne soit pas bien. C'est vraiment dommage. Ok, on va essayer de... Un instant. Voilà, bon, c'est que c'est dommage, ça ne soit pas ici bien. Et d'après sorti, je dois... Donc, voici un peu... ce qui manque, c'est seulement la formule. Hein. Ok, voilà, cessation de paiement. Attends. Un certificat de cessation de paiement. Attends, voilà, c'est cessation de paiement. Donc ici, je suis signé... Monsieur Dizoé, DG de l'entreprise, comme ça, attestant que Madame Aqua Viviane, nationalité ivoirienne, employée par notre entreprise depuis le 23 mars 2010. Ok, 23 mars 2010. Tout accepté. Tout accepté. 23 mars 2010, ok, en qualité de secrétaire de direction, sur le numéro matricule bénéficie d'un congé de maternité depuis le et a cessé d'être rémunéré par l'entreprise. Ok, donc là aussi c'est important. Ce sont les documents qui sont demandés par la CNPS pour pouvoir commencer à la rémunérer. Donc, à la reprise aussi, la salariée devra produire une attestation de reprise de travail par l'employeur en plus de l'original du certificat d'accouchement délivré par le médecin. Voilà, donc ça veut dire que même si la salariée a accouché à la maison, oui, ça arrive malencontreusement à la maison ou bien sur le chemin même,
de l'hôpital, il faut forcément attester l'accouchement. Il faut faire voir l'enfant par une sage-femme ou bien par un médecin accoucheur pour attester, ok, de l'accouchement de l'enfant. Sinon, si l'enfant a accouché à la maison, parce que apparemment bien portant, ça arrive souvent, hein, apparemment bien portant, ils ne vont pas à l'hôpital, c'est pas intéressant parce que le certificat d'accouchement fait foi ici. Donc après l'accouchement, la femme salariée qui reprend le service aura droit à 1 heure par jour de repos. Voilà, on appelle ça heure de tétée. Et ça, ce que l'enfant atteint l'âge de 6 mois. Voilà, ce sont les dispositions que la loi accorde évidemment à cette femme qui vient d'accoucher. Une attestation de reprise de service après congé de maternité. Là aussi, ok, il faut que l'employeur délivre cela, qui va déposer aussi à la CNPS. Donc c'est la même chose. Nous, j'ai sous-signé tant en temps fonction attestant que mademoiselle, voilà, Yahoo matricule qui a bénéficié d'un congé de maternité selon la décision de départ en congé qu'on avait pris un peu plus haut, a repris effectivement le service, la date, la période d'allaitement s'étend de jusqu'à, selon les horaires arrêtés de commun accord. Voilà, le matin, on dit la doit à 1 heure, l'après-midi également, on va voir, tout ça doit être notifié dans cette attestation de reprise de service après congé de maternité. Bien, voici ce qu'on pourrait dire sur la femme salariée, ok, dans la gestion administrative du personnel. Ça veut dire qu'elle doit être prise en compte depuis son état de grossesse jusqu'à son accouchement par l'entreprise et évidemment par la CNPS. S'il y a des questions, des questions? Appel question? Des questions? S'il n'y en a pas, on continue. Ok, oui, Anissé. Je voudrais savoir comment se fait la gestion du salaire des employés qui... Allô? 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 Anissé? Oui, vas-y. Vas-y. Je t'écoute, hein. Tu m'entends pas? Ah, c'est dommage, je l'ai parti. Oui, Anissé? Allô? Bon, c'est dommage. Bon, on espère qu'il va nous répondre. Tu peux, tu prends la parole, Anissé, ok? On veut bien écouter ta préoccupation. Bien. Un autre aspect de la gestion du personnel, ce sont les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc là aussi, le gestionnaire des ressources humaines doit aussi s'en occuper. Ok? Donc, ici est considéré comme un accident. Voilà, tout événement ou série d'événements survenus par le fait ou à l'occasion du travail et dont il résulte des lésions. Est-ce que dit c'est la définition qu'on saurait donner. Donc c'est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. C'est ce que dit la loi ici. Donc, s'il y a eu un accident au cours d'une sortie privée, quand même que je sois salarié, évidemment, ce n'est pas pris en compte par la loi ici. Ok? Donc, il faut que cet accident-là soit le fait, soit au cours d'une mission, ou bien sur le lieu du travail. Soit sur le lieu du travail.
pour que, évidemment, ça soit pris en considération. Donc, l'accident survenu au lieu ou durant le temps de travail, c'est-à-dire lorsque le salarié est sous l'autorité de son emploi et la surveillance de l'employeur, y compris lorsqu'il se trouve en mission. Voilà. Alors que la maladie professionnelle est une maladie contractée par le salarié exposé de façon habituelle à l'action de certains agents, à l'action de certains agents nocifs dans l'exécution de son travail. Voilà. Donc, la maladie professionnelle, elle n'est pas n'importe quelle maladie, c'est la maladie qui est liée au travail que nous faisons. La maladie qui est liée au travail que nous faisons. Donc, on voit souvent les salariés qui manipulent des produits toxiques. Voilà, qui manipulent des produits toxiques. C'est dommage. Ou bien les travailleurs qui travaillent dans les usines, et évidemment, ils sont dans le bruit pendant 5 ans, 10 ans. À un moment donné, ils sont frappés de surdité. Voilà, ils sont frappés de surdité. Donc, ce genre de maladies-là sont qualifiées de professionnelles. Quand c'est le cas, il n'y a pas de souci. Quand c'est le cas que c'est prouvé, l'employeur n'a pas le choix. Évidemment, on va le signaler à la CNPS qui va, après examen complémentaire évidemment, qui reprend en charge. Donc, tout comme l'accident, 3 éléments caractérisent la maladie professionnelle. Le travailleur doit avoir été exposé au risque pendant une certaine période, évidemment. Le travailleur doit présenter les symptômes de la maladie dans un délai bien déterminé, après avoir changé ou quitté l'emploi à l'occasion duquel il pouvait être exposé. C'est la partie la plus difficile d'accepter. Mais accepter tout le monde. Il dit qu'il n'allait pas se connecter. Mais c'est lui qui a un problème de réseau. Il n'arrive pas à se connecter. Ok. Donc ici, comme je le disais, le travailleur doit présenter les symptômes de la maladie. Mais souvent, ce qui est difficile, c'est que quand ces symptômes-là se révèlent à la retraite du salarié, c'est vraiment difficile aussi. Ok, donc, il a pris la retraite et quelques années après, on constate que cette maladie se déclenche. Il faut que l'employé, à la retraite prouve que cette maladie-là est due à son passage pendant de longues années dans cette entreprise-là. C'est souvent le combat que ces derniers-là mènent, parce que l'employeur ne peut pas reconnaître. Voilà, et ça cause aussi des conflits. Donc la maladie aussi doit figurer sur la liste des maladies professionnelles reconnues par la législation nationale. Donc, évidemment, cette liste-là varie aussi quand on prend le code du travail aussi. Je pense qu'il y a cette liste-là là-dedans. Donc ce n'est pas n'importe quelle maladie qui est déclarée maladie professionnelle, mais ce qui est sûr, la loi dit les maladies qui sont liées au travail que nous faisons. C'est-à-dire si tu ne fais pas ce travail-là, si tu n'es pas en contact avec ces produits toxiques-là, nocifs, tu ne peux pas avoir telle maladie. Lorsque le travailleur se trouve dans l'obligation de cesser son travail du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle, il y a une indemnité journalière qui lui est due, pour compenser partiellement la perte du revenu consécutif à cet arrêt de travail. Puisque c'est une maladie professionnelle, ou un accident de travail. Donc, la période indemnisée part du lendemain. Le premier jour de l'accident étant à la charge de l'employeur, c'est comme ça. Le premier jour de l'accident est à la charge de l'employeur. Donc, c'est à partir du deuxième jour que, évidemment, la CNPS prend le relais. Mais l'employeur peut financer le deuxième jour, quitte à se faire rembourser après par la CNPS en présentant
les différentes preuves, les différentes ordonnances. Si c'est la maladie, à compter de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, à la veille de la date de reprise du travail ou dès que survient un événement de nature à faire cesser le contrat de travail, c'est-à-dire le décès, le licenciement, la démission, etc. Donc cette indemnité-là est versée de plein droit soit à la victime, voilà, si elle n'est pas décédée, soit à son conjoint, soit à son tuteur, si la victime est mineure. Voilà, donc s'il y a eu un accident, que la personne n'est pas décédée, on va lui verser cette indemnité journalière. Mais si la victime est décédée, on va évidemment verser cette indemnité-là à son conjoint. Ou bien si la victime est mineure, voilà, mais n'est pas n'importe quel mineur, les mineurs émancipés, les mineurs de 16 ans, 17 ans, à qui la loi, le juge a accordé cette émancipation pour travailler correctement, pour travailler légalement. De ces mineurs-là, on parle ici, pas les mineurs de 8 ans, 12 ans. Eux, ils sont interdits de travail. Soit à un tiers auquel la victime donne délégation. Voilà. Donc le salaire est maintenu en totalité. L'employeur se substitue de plein droit à la victime pour percevoir l'indemnité. Évidemment, l'indemnité due par la CNPS qui va reverser aux salariés. On a aussi l'employeur se substitue de plein droit, enfin, en cas de décès, l'indemnité aussi est reversée aux ayants droit. Cette indemnité est égale au salaire journalier, plein droit, ok? Le salaire journalier, plein droit, dès le lendemain de l'accident ou de la déclaration de la maladie et pendant toute la période de repos correspondant au préavis applicable à la victime. Ici, ça veut dire quoi? Il y a eu un accident, il y a eu décès. Donc, cette indemnité-là, ok, sera reversée aux ayants droit. Aux ayants droit, c'est-à-dire, ça peut être la femme et les enfants, voilà, parce que ça peut être la femme, si évidemment ce monsieur n'a pas d'enfant, voilà, ou bien si c'est la femme, si le monsieur a des enfants, ça sera la femme et les enfants, voilà, qui vont percevoir cette indemnité. Mais cette indemnité, comme je dis toujours, n'a rien à voir avec l'héritage, bien le testament que la personne aurait laissé. Ça n'a rien à voir à ce niveau de la CNPS. Ensuite, la moitié du salaire journalier jusqu'au 28e jour de l'accident. Donc, il va recevoir cette moitié parce que la durée du préavis ici, il n'y a pas de délai fixe. La durée du préavis varie, comme je l'ai dit, en fonction composée de l'ancienneté du salarié et de sa catégorie socio-professionnelle. Donc, le préavis peut varier de 8 jours, de 15 jours, jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de préavis. Voilà. Et enfin, au tiers du salaire à partir du 29e jour de l'interruption du travail. La loi prend le soin ici de spécifier tout cela pour ne pas qu'il y ait des débordements, des revendications qui vont au-delà de ces droits-là. Voilà. On va voir les procédures de sanction. Nous allons voir la sanction. Parce que souvent, dans l'entreprise, ça arrive, les salariés subissent des sanctions de la part de leur employeur. Que dit la loi là-dessus? Comment gérer le personnel pour que ces sanctions-là ne deviennent pas évidemment des sources de démotivation, des sources de mécontentement au niveau des salariés. Donc ici, attention, donc les manquements d'un salarié à ses obligations peuvent être sanctionnés par l'employeur en application
et son pouvoir disciplinaire dont il dispose en tant que responsable de la bonne marche de l'entreprise, ça c'est certain. Donc constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prises dans le cadre disciplinaire de l'employeur à la suite d'un agissement du salarié jugé fautif. Que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence, la fonction ou la carrière du salarié dans l'entreprise. Donc, évidemment, les manquements d'un salarié doivent être sanctionnés. Sanctionnés pour ne pas faire de mule. Voilà, parce que si tu ne sanctionnes pas un manquement, demain, M. Yao, par exemple, va commettre aussi une faute. Dans ce cas-là, tu auras du mal à sanctionner. Parce qu'il y a un qui a fait, n'a pas été sanctionné, l'autre va faire aussi, il ne va pas accepter la sanction. C'est légitime, puisque M. Yao a fait, n'a pas été sanctionné. Si moi j'ai commis la même erreur, je ne serai pas sanctionné. Donc, il faut sanctionner parce que c'est du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Et ce pouvoir-là résulte du contenu du règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises de plus de 10 salariés, c'est-à-dire au moins 11 salariés. Voilà. Donc, quand nous sommes 10, quand nous sommes plus de 10 dans l'entreprise, c'est-à-dire au moins 11 salariés, l'employeur doit établir un règlement intérieur. Donc, c'est ce règlement-là, évidemment, qui contient les sanctions qu'on inflige aux salariés qui ne respectent pas, mais qui sont fautifs, ok, qui posent des actes répréhensibles au niveau du salaire, au niveau de l'entreprise. Ensuite, les agissements condamnables. Quels sont les agissements condamnables en entreprise? Ce qu'il ne faut pas faire, les agissements pouvant entraîner une sanction disciplinaire, notamment le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par une heure de service. C'est-à-dire le salarié doit être discipliné. Quand on est salarié, on est responsable. Il y a des actes qu'on ne pose pas, sous peine de sanction. Le refus de se conformer à un ordre de l'employeur, ça aussi, c'est un acte fautif. Ça aussi, c'est un acte fautif. Lorsque l'employeur donne des ordres, il faut les exécuter. Ça, c'est clair, il faut les exécuter quand l'employeur donne des ordres. Si tu refuses, ça fait l'objet d'une sanction. Le non-respect de l'obligation de discrétion ou de loyauté, là aussi c'est important. La discrétion et la loyauté. On ne divulgue pas les secrets d'une entreprise dans laquelle tu travailles dehors, encore moins à ses concurrents. Là aussi, si c'est prouvé, alors tu seras condamné. Les critiques, les injures, les menaces, que ce soit les violences sous toutes ces formes, sont aussi prohibées dans les entreprises, sous peine de sanctions. Les erreurs ou négligences commises dans le travail. Oui, nous sommes tous humains, nous commettons des erreurs. Mais il y a certaines erreurs qui sont vraiment de nature impardonnable dans l'entreprise. Ça, il y a certaines erreurs qui, lorsqu'elles sont commises, seront suivies forcément de sanctions de la part de l'entreprise, de l'employeur. Il y a différents types de sanctions. Qu'est-ce différents types de sanctions? Nous avons évidemment le comportement fautif du salarié peut entraîner l'une des sanctions suivantes. Il y a peut-être un avertissement verbal ou un avertissement écrit. Ça arrive. Si cet avertissement n'a pas été bien perçu et que le salarié commet encore une autre faute, ça sera la mise à pied. Il y a peut-être une mise à pied sans salaire, sans solde, etc. Il y a peut-être aussi une mutation. Il y a des mutations sanctions. Il y a des mutations sanctions.
où on te mute dans un petit village là-bas, ok, où tu vas copier pendant des années, ça te permettra de prendre conscience. On a aussi le licenciement pour faute. Ok, le licenciement pour faute réelle et sérieuse. Voilà, la faute est réelle et sérieuse, ça peut faire l'objet d'une condamnation. Donc, le licenciement aussi pour faute lourde. Faute lourde, c'est sans préavis, le fait de partir sans préavis, ni indemnité, ok, ou bien ni indemnité, ni congé payé. Voilà, voici les différents types de sanctions qui peuvent pleuvoir sur les salariés qui commettent évidemment des fautes. Donc, préalablement à la sanction, avant de sanctionner la procédure, on ne sanctionne pas du coup comme ça. Avant de sanctionner, le travailleur doit pouvoir s'expliquer. Voilà, doit pouvoir s'expliquer sur évidemment l'affaire qui le concerne, les 72 heures à compter de la réception de la demande d'explication, soit par écrit, soit verbalement. Ok? Donc, vous m'excusez un instant, je fais un tour aux toilettes et bien. Ok, on reprend. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, chers auditeurs? Mhm. Des questions? Il n'y a pas de questions? Oui? Il n'y a pas de questions? Personne alors? D'accord, pas de questions? Oui, Anissé?
Je voudrais savoir, parlant des sanctions, Oui. est-ce que euh, la loi autorise que la loi a défini des fautes pour lesquelles l'employeur doit enfermer son employé? Enfermé, Oui, mettre en prison, quoi. mettre en prison. Oui, Oui, oui. bon, la loi a cité, mais que l'employeur n'est pas un policier ni un juge, ok? Lui, tout ce qu'il fait, il les met à la disposition de la justice et la justice fait son boulot. Mais généralement, ici, on parle de faute. Tu vois ici les différentes sortes de sanctions. Licenciement pour faute lourde, par exemple. Ok? Licenciement pour faute lourde. Ok? Le licenciement pour faute lourde, ça dit les fautes d'une gravité particulière. Par exemple, le vol. Voilà, pour prendre le cas le plus patent, le vol est une faute lourde. Donc, quand c'est le cas, l'employeur, non seulement va te licencier, si tu as licencié et qu'il t'a laissé, c'est qu'il est gentil. Sinon, tu es un voleur. Il n'y a pas deux sortes de voleurs. Dans ce cas-là, il peut encore te convoquer devant le juge, ok, pour vol. Autre chose encore, si tu as porté main à ton employeur, voilà, là aussi, c'est une faute lourde. La loi aussi, non seulement il va te licencier, mais il va te poursuivre en justice pour coups et blessures volontaires. Donc tu vois que la loi ne dit pas expressément, mais une fois que tu es licencié, on peut te poursuivre sur le plan pénal, mais sur le plan civil. Voilà, donc la loi ne le dit pas, voici les sanctions qui font que on peut emprisonner quelqu'un. Tu peux me voler, c'est vrai, mais je peux juger que, bon, ce n'est pas trop grave, donc je te licencie simplement, puis tu t'en vas, sans indemnité ni droit. Ça se fait aussi. Voilà, c'est pas que forcément je vais te poursuivre en justice, je vais te poursuivre auprès des tribunaux, dont la loi n'est pas allée jusqu'à énumérer les fautes qui entraîneraient évidemment la fermeture, mais la mise en prison des différents salariés. Ok? Oui, c'est bon, monsieur. Merci. Merci bien. Donc, il disait qu'évidemment, en entreprise, il y a des comportements qu'il faut avoir, c'est que vous le savez déjà. Il ne faut jamais te battre en entreprise. Voilà, parce qu'en entreprise, ce n'est pas une cour de récréation pour dire c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort. Non. Il faut éviter de te battre en entreprise. Si tu es en désaccord avec un de tes salariés, les employeurs sont là. Il y a souvent un service juridique. Si ce n'est pas le cas, il y a l'employeur lui-même. Vous pouvez contacter pour dénoncer le comportement antiprofessionnel de tes collègues, bien de ton collègue. Voilà, sans faux fuyant. Et le salarié, l'employeur va chercher évidemment à régler le problème au lieu de vous bagarrer ou bien de vous injurier devant les autres. Pour l'image même de l'entreprise, ce n'est pas intéressant. Pour l'image même de l'entreprise, ce n'est pas intéressant. Ok? Voilà. Donc ici, comme je disais préalablement à la sanction, le travailleur doit pouvoir s'expliquer. Il faut demander une demande d'explication. Il y a un délai de 70 jours à compter de la réception de la demande d'explication, soit par écrit, soit verbalement. Voilà. Donc, convoquer le salarié pour un entretien préalable, tu dois préciser dans cette convocation-là l'objet de la rencontre, la date, l'heure, le lieu, ok, de l'entretien, et lui rappeler qu'il peut se faire assister par un des 3 délégués du personnel, d'1 à 3 délégués du personnel. Donc, dans les délégués du personnel aussi, ce sont des personnes avec lesquelles les DRH travaillent beaucoup. Voilà, les délégués du personnel sont élus dans l'entreprise, ok, et leur nom varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc, ces derniers-là doivent assister
à cette convocation-là, à cette demande d'explication que l'employeur t'a adressée pour t'entendre. Donc, lors de l'entretien, l'employeur ici indique les motifs de la sanction envisagée et recueille des explications du salarié. Dans la convocation, l'entretien et la notification de la sanction doit être faite par lettre recommandée ou remise en main propre avec témoin. Les témoins ici, ce sont les délégués du personnel ou bien éventuellement les délégués syndicaux s'il en existe. Oui? Une autre question, oui? Je voudrais savoir, dans le milieu professionnel, souvent on entend parler des syndicalistes, du syndicat et des délégués. Je me demande si c'est synonyme en fait. Non. Il y a les délégués du personnel, il y a les délégués syndicaux. Les délégués du personnel sont élus par l'ensemble du personnel, par tous les salariés. Ils sont élus. Ils ont un mandat de 2 ans, renouvelable autant de fois. Voilà. Il n'y a pas de limitation de mandat au niveau délégué du personnel. Et il y a des conditions aussi d'éligibilité. Pour être candidat à l'élection déléguée du personnel, il faut avoir au moins 21 ans, savoir s'exprimer en français et avoir passé au moins 12 mois dans l'entreprise. Voici quelques conditions que la loi énumère pour être candidat à l'élection déléguée du personnel. Pour être aussi électeur, parce que ce n'est pas tous les salariés qui sont électeurs aussi dans l'entreprise, il faut avoir une ancienneté d'au moins 6 mois au moment de l'élection des délégués du personnel. Ça aussi, c'est la loi qui le dit. Évidemment, le délégué syndical, lui, il est désigné par les membres de son syndicat. Donc, il n'est pas désigné par tous les salariés. Il est désigné par les membres de son syndicat. Donc, dans une entreprise, il peut y avoir des représentants des syndicats, il peut y avoir plusieurs syndicats, mais lors de la désignation de leurs délégués syndicaux, c'est seulement les membres de ces syndicats-là qui y participent. Donc, après élection, après désignation de leurs délégués syndicaux, mais leurs délégués syndicaux, s'il est seul, ils vont transmettre le nom et à l'employeur et à l'inspection du travail du ressort. Donc, l'inspecteur du travail sait que dans une entreprise alpha située à Cocody, le délégué du personnel s'appelle M. Conan. Ou bien, s'ils sont plusieurs, le délégué du personnel s'appelle Tant. De sorte que quand l'inspecteur vient pour une visite, pour un contrôle dans l'entreprise, il se fait accompagner et de l'employeur ou son représentant, et évidemment des délégués syndicaux et des délégués du personnel. Évidemment aussi, les délégués du personnel, comme je le disais tantôt, bénéficient de ce qu'on appelle les crédits d'heures. Les crédits d'heures, ce sont des moments où ils ne travaillent pas, mais ces moments-là sont considérés comme heures de travail. C'est notamment, on dit 15 heures, ces crédits d'heures-là sont de 15 heures par mois. Voilà, 15 heures par mois. Et ces 15 heures ne sont pas cumulables. C'est-à-dire, si aujourd'hui, en novembre, je n'ai pas utilisé mes 15 heures de crédit d'heure, je ne pourrais pas les reporter sur le mois de décembre. Ces crédits d'heure, c'est par exemple aller assister à des séminaires, des formations, ou bien aller à l'inspection du travail. Voilà. Dans la loi, on accorde cette liberté-là. OK? Mais dans la limite de 15 heures par mois. Voilà. S'il y a d'autres questions? Oui? Une autre question. Oui. La loi aussi a pris des dispositions pour protéger aussi ces délégués syndicaux-là. Parce que là, souvent, il y a des employeurs qui les en veulent. Hein. Oui, bien sûr. Raison pour laquelle on l'appelle les salariés protégés. Tu me comprends? Les salariés? Protégés. Ah, d'accord. On l'appelle les salariés protégés aussi. Parce que leur licenciement requiert l'autorisation
d'abord de l'inspecteur du travail. Donc, pour licencier un délégué du personnel ou un délégué syndical, l'employeur ne peut pas le faire de lui-même comme ça. Il doit requérir d'abord l'autorisation de l'inspecteur du travail. Avec les motifs, hein, bien sûr, tu veux le licencier, il faut avoir des raisons. Donc, l'inspecteur va analyser tes raisons. Si tes raisons sont probantes, sont sérieuses, c'est à partir de ce moment il va te donner l'autorisation de licencier et c'est maintenant vous allez entamer la procédure de licenciement. Donc, si tu présentes des motifs de licenciement à l'inspecteur et qu'il refuse, tu ne peux pas le licencier. Évidemment, c'est ton entreprise. Si malgré cela, tu prononces son licenciement, alors en plus de ses droits normaux qu'il doit toucher selon le code du travail, mais le juge va encore ajouter des dommages et intérêts. Et la loi dit que ces dommages et intérêts peuvent aller jusqu'à 36 fois son salaire. Et bien jusqu'à 36 fois son salaire. Ok? Que tu dois lui verser. Donc, les employeurs réfléchissent souvent par 2 fois avant de licencier un délégué du personnel ou bien un délégué syndical. Si le salarié n'a pas commis de faute grave. Voilà. Et je suis d'accord avec toi. Ils sont souvent des empêcheurs de tourner en rond au niveau du salarié, au niveau de l'employeur. Donc, l'employeur a toujours les atouts dans son viseur. Parce que figure-toi, ce sont les gens, même des ouvriers, ce n'est pas forcément des cadres, hein, des ouvriers souvent, mais leur syndicat les forme au syndicalisme, au droit du travail. Ils sont très pointus en matière de droit du travail. Ça, ils sont formés pour ça. Donc souvent, ils tiennent tête même au DRH, même au directeur concernant les obligations et les droits des salariés et des employeurs. Voilà. Donc ils sont souvent dans le viseur des différents employeurs. Donc la loi les protège aussi. Voilà. Très bien. Merci, monsieur. Merci. Il y a un de vos camarades en présentiel aussi qui veut poser une question. Donc, non, je voulais juste savoir, vous avez dit oui. que les crédits Oui. ne sont pas cumulables. C'est ça. Ouais. Si on ramène ça, par exemple, au congé annuel, Oui. est-ce que c'est cumulable ou c'est pas cumulable? Un employé qui, par exemple, dans la cours de l'année n'a pas pris qu'on appelle ce congé. Oui. Ouais. C'est la même question. Ah, d'accord. Okay. Ah, vos camarades ici, éditeurs qui sont en présentiel, voulaient savoir si les congés annuels aussi sont cumulables ou pas. C'est-à-dire que M. Yao devait aller en congé cette année, mais il n'a pas pu aller. Est-ce que l'année prochaine, il y aura deux congés pour lui seul ou pas? C'est ça sa question. Voilà. Évidemment, je pense que, comme disaient nos aînés avant les années 80, comme disait un de mes doyens, dans les années 80, les fonctionnaires le faisaient. Les fonctionnaires le faisaient. Donc, du coup, il a 2 mois, 3 mois, 4 mois de congé. Et ces 4 mois, il a fuyait c'est trop dit, il partait en France. Il partait en France pour tenter sa chance. Sur 4 mois, 3 mois, il tente sa chance. Si ça marche, il reste. Si ça ne marche pas, il revient prendre son boulot. Donc, Houphouët-Boigny a vu que les jeunes quittaient la fonction publique. Les jeunes quittaient la fonction publique, donc ils ont interdit cela. Si la période de congé arrive, si tu ne veux pas prendre le congé, ce n'est plus cumulable. À moins que ce soit l'employeur qui t'empêche de prendre le congé, ça arrive. Les gens sont tellement indispensables que souvent, l'employeur même ne veut pas le laisser partir. Mais la loi dit dans le code du travail qu'il doit absolument prendre 14 jours de façon consécutive. Maintenant, le reste, on peut séquencer cela. 5 jours, 3 jours dans le mois pour que ça fasse peut-être ces 35 jours de congé ou bien ces 30 jours de congé. Mais il y a 14 jours de façon consécutive qu'on ne peut pas séquencer. C'est ce que dit la loi sur ce point. Voilà. D'autres questions? S'il n'y en a pas? D'autres questions? Bien. Donc, comme je le disais, les délégués du personnel, évidemment, comme ils sont là pour représenter le personnel auprès de l'employeur, ils présentent les revendications, ils font aussi des propositions aux salariés. Et même, je vous dis, peut-être que ça m'a échappé un peu, même dans la rédaction
même dans la rédaction des délégués dans la rédaction du règlement intérieur de l'entreprise, ces délégués du personnel et ces délégués syndicaux-là interviennent aussi. Voilà, puisque la loi dit que dans l'élaboration du règlement intérieur, l'entreprise rédige d'abord un projet de règlement intérieur qui soumet au délégué du personnel pour avis et au délégué syndical pour information. Donc il y a une différence. Ok? Pour avis, c'est-à-dire que le délégué du personnel donne son avis sur le contenu du projet du règlement intérieur qui est en cours de rédaction. Alors que quand c'est le délégué syndical, puisque lui n'a pas été élu par tous les membres de l'entreprise, mais seulement par les syndicats, la loi dit, l'employeur l'informe. Maintenant, si le délégué syndical donne son avis, il n'est pas obligé de suivre son avis, puisqu'il n'est pas lié par son avis. Il est lié par l'avis du délégué du personnel. Le délégué du personnel peut dire que, par exemple, l'article 3 du règlement intérieur en rédaction viole, par exemple, les droits des salariés. Il peut donner son avis. Donc, ça se discute. Ensuite, ils ont 15 jours pour faire leur observation. Au-delà de 15 jours, s'il ne dit pas mot, comme dit la date, il ne dit pas mot consent, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec le contenu du règlement intérieur. Quand c'est fait, l'employeur va aussi déposer ce projet-là auprès de l'inspecteur du travail, qui est un expert du droit du travail, qui va aussi jeter un coup d'œil sur le contenu, conseiller, puisque l'inspecteur du travail c'est aussi un conseiller, hein, voilà, c'est un expert du droit du travail. Il va aussi donner son avis. Il va aussi donner son avis sur la conformité de votre règlement intérieur, ok, de votre règlement intérieur vis-à-vis de la loi. Voilà, lui aussi, l'inspecteur du travail a 1 mois pour faire aussi ses observations. Donc, après le mois, après les observations de l'inspecteur du travail, éventuellement, tu vas maintenant faire enregistrer ton règlement intérieur au greffe du tribunal du travail et c'est à partir de cela maintenant, tu peux l'afficher dans l'entreprise. Voilà, voici un peu la procédure. Oui, Anissé? Je voudrais savoir, après, au thème du mandat des délégués syndicaux, Oui. est-ce que la loi continue de les protéger ou on les laisse à la merci de leur employeur? Évidemment, la loi, puisqu'il disait tantôt que le délégué du personnel il est élu pour un mandat de 2 ans, c'est ce qu'il a dit tantôt, n'est-ce pas? La loi les protège 6 mois après. 6 mois après. Continue de les protéger 6 mois après la fin de leur mandat. Ok? Ça va? Oui, c'est bon, monsieur. 6 mois. Quant au délégué, le délégué syndical, lui, il n'y a pas de durée de mandat. Lui, il demeure délégué syndical tant que les membres de son syndicat, les travailleurs qui sont dans son syndicat, voudront de lui. Donc, le délégué syndical, il n'y a pas de mandat pour lui. Ok? Mais il est aussi protégé comme le délégué du personnel. Il bénéficie des mêmes protections juridiques que le délégué du personnel. Voilà. Merci, monsieur. Bien, je vous en prie. Donc, on continue pour dire que lors de l'entretien, comme elle l'a dit, l'employeur indique les motifs de la sanction envisagée, etc., etc. Et il explique pourquoi il veut sanctionner le salarié. Évidemment, donc, il peut lui remettre la convocation, l'entretien et la notification de la sanction en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, il faut qu'il ait une preuve qu'effectivement, il a remis la lettre de sanction à son employé, parce que s'il n'y a pas de preuve, ça peut se discuter. Voilà, donc la loi exige qu'il y ait une preuve pour ne pas qu'il y ait de discussion sur la remise effective de la convocation et même de l'entretien et même de la sanction à son employé. Donc, les explications verbales sont transcrites par l'employeur aussi. Même s'il vient expliquer verbalement ce qu'il a fait, il faut que ça soit fait par écrit. L'employeur peut prendre note, ok, en présence des délégués du personnel, comme je le disais,
qui ont assisté à l'audition du travailleur. Donc ces explications seront lues, signées par lui et contresignées par l'employeur et les personnes ayant assisté les parties, ayant aidé les parties. Donc c'est comme un procès verbal. Tous ceux qui ont participé à cette réunion d'explication-là doivent signer de leur présence. Donc, en cas de sanction décidée par l'employeur, évidemment, celle-ci doit être notifiée aux travailleurs concernés dans un délai de 15 jours ouvrables, courant à compter de la date de réception des explications écrites, sauf en cas de licenciement du travailleur protégé. Donc, l'employeur qui a pris la décision de sanctionner doit informer le salarié de la nature de la sanction et de la durée de cette sanction-là aussi, de façon claire, de sorte que s'il y a forcément une incidence financière, tout ça doit être expliqué dans la note qui sanctionne nos salariés ici. Donc, une copie de cette décision-là, accompagnée de la demande d'explication, va être adressée aussi à l'inspecteur du travail et de l'aide sociale du ressort. Si ça veut dire que l'inspecteur du travail qui gère votre secteur géographique, et aussi au délégué du personnel. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de secret. Il faut que ces gens-là soient informés de ce que une sanction a été prise à l'encontre du salarié fautif. Voilà. Donc, si la sanction encourue est le licenciement, c'est la procédure propre au licenciement pour motif personnel qui doit être respectée. Donc, si à l'issue des délibérations, l'employeur estime que ne peut plus travailler avec le salarié, par conséquent, il va mettre fin au licenciement, c'est à partir de cela qu'on va maintenant engager, sinon entamer la procédure de licenciement. La procédure de licenciement aussi encadrée par la loi. Il faut que ça se fasse. À partir de ce moment-là, l'employeur va donc rédiger une lettre de licenciement, qui va remettre au délégué il va remettre à l'intéressé en présence des délégués du personnel ou des délégués syndicaux. En tout cas, il faut que ça se fasse devant les représentants du personnel. Tout ça pour éviter des discours, des discours inutiles, parce que ça sert de preuve. Donc, une fois qu'il reçoit sa lettre de licenciement, s'il n'a pas commis de faute lourde, c'est à partir de cet instant-là commence à courir le délai de préavis. Donc, il ne quitte pas l'entreprise tout de suite, sauf s'il a commis faute lourde. Parce que la faute lourde, c'est une faute inexcusable. C'est une faute qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise. Par exemple, s'il a volé l'employeur et que c'est avéré, ça c'est une faute lourde, il est exempté de préavis. S'il a porté main à son employeur, ça aussi c'est une faute lourde, il est exempté de préavis et quitte immédiatement l'entreprise. Voilà. Donc ici, pour son point, il est prudent d'ouvrir dans l'entreprise un cahier de transmission dans lequel les employés émargent la réception de tout pli, et sanctions disciplinaires qui constituent un élément de preuve en cas de litige. Voilà. Donc il y a un cahier des sanctions où les salariés émargent en cas de litige. Il y a les sanctions interdites. Les sanctions interdites, en cas de comportement fautif du salarié, l'employeur n'est pas autorisé à prononcer les sanctions suivantes. Sanctions pécuniaires ou amende. Donc la retenue sur le salaire n'a pas le caractère d'une sanction pécuniaire. Interdite, prohibée, interdite, lorsqu'il est pratiqué à l'occasion d'un travail non affecté ou lorsqu'elle correspond à une mise à pied disciplinaire ou à une rétrogradation. Donc, l'employeur ne peut pas infliger des amendes. Non, ce n'est pas son rôle. Son rôle, il n'y a pas une amende ou une sanction pécuniaire. Non, ça ne se fait pas. Parce que l'employeur n'est pas une autorité judiciaire. Seul le juge peut prononcer une amende ou bien une sanction pécuniaire. Par exemple,
te condamne à 5 ans avec une amende de 200 000. Voilà. Ce qu'il peut faire, c'est entamer la procédure de licenciement. Maintenant, s'il y a eu vol, comme je dis, s'il y a eu vol, et que avec l'accord de l'employé, il décide de rembourser, c'est autre chose, c'est de rembourser. Moi, j'ai connu des cas comme ça. Voilà, le gars, il a commis des malversations financières. Donc, l'employeur et lui se sont entendus sur un accord pour dire à la hauteur de ce que tu as pu voler, tu vas travailler pour moi pendant 1 ou 2 années sans payer. Ou bien, comme on ne peut pas travailler sans argent, il faut que tu te déplaces, on te donne une somme forfaitaire pour au moins venir au travail par mois. Voilà. Ça, c'est un accord entre l'employeur et évidemment son salarié qui peut se faire. Mais de facto, de son propre gré comme ça, l'employeur ne peut pas décider d'une amende pour faute. Voilà. On a aussi les sanctions discriminatoires. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison évidemment de son origine, de son sexe, de l'état de grossesse, de son mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou également une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, de ses commissions religieuses. Voilà, ça, tout ça, vous savez ça, c'est interdit par la loi. Surtout licencier une femme en état de grossesse, parce que généralement, les cas qui se font jour, c'est l'employeur recrute une jeune fille pour un contrat d'1 an ou bien de 6 mois. Au bout de 1 mois, 2 mois, la jeune fille est enceinte. Il y a un homme qui ont tenté de licencier cette jeune dame-là. Donc ça veut dire que la grossesse n'est pas un motif de licenciement, loin s'en faut. Non, la grossesse n'est pas un motif de licenciement. Sinon, on licencierait toutes les femmes qui tomberaient enceintes. Voilà, alors ce qui n'est pas normal. Il y a des cas comme ça où, évidemment, l'employeur a refusé, quand il a constaté que la jeune dame était enceinte, refusé carrément de l'embaucher. Voici un peu ce qu'on pourrait dire sur ce cas-là. S'il y a des questions, on va être là pour aujourd'hui et répondre le jeudi dans le programme. Le jeudi, certainement venir avec une série de questions, ou bien je vais vous envoyer ces questions-là déjà dans le groupe pour que vous puissiez prendre connaissance et venir, on va en débattre. Voilà. Donc sur ce, chers auditeurs, je vous remercie et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous, monsieur.